Vous vous souvenez, oui. Vous avez quelque part du fait qu'on a envoyé un lien pour ceux qui se connectent avec le travail de l'organisation. Et certains n'arrivent pas à se connecter. Donc, je ne sais pas si on a un problème. Oui, c'est gentil. Mais c'est un peu compliqué pour ceux qui se Alors, ce soir, vous avez le sujet, c'est l'éducation thérapeutique au sein de la réhabilitation sociale, avec le docteur Amado ici même, Isabelle Amado, qui est responsable à Sainte-Anne, au GHU, du C3RT, Centre Ressources Nationales en remédiation cognitive et réhabilitation psychosociale. Île-de-France, c'est-à-dire que ce n'est pas sectorisé, c'est ouvert à toute l'Île-de-France. C'est quand même très bien. Et la psychiatrie, c'est le pour les soins. En fait, c'est une façon de soigner autrement. L'éducation thérapeutique, on ne donne pas de médicaments, on fait en sorte que les patients aillent mieux, en espérant qu'il y aura de la réhabilitation psychosociale. Oui, une question par rapport on aura je pense qu'on aura. Oui, il n'y a pas de problème. Je suis pas obligée de noter. Hein. Alors, et juste un petit mot, elle est accompagnée de M. Stéphane Crenion, qui est aussi à Sainte-Anne, et qui est ce qu'on appelle médiateur santé-père, c'est-à-dire qu'en fait, des soins entre père et mère. Je vous laisse la parole. Voilà. Bien. Merci beaucoup. Je suis très contente d'être parmi vous ce soir et avec Stéphane aussi. Je pense qu'on est dans une même équipe et donc Stéphane après va vous expliquer ce qu'il fait. Alors, l'éducation thérapeutique, on ne donne pas de médicaments. Il y a l'éducation thérapeutique, il y a les médicaments, mais vous avez raison. voilà. Donc, je vais vous expliquer en tout cas ce que c'est que l'éducation thérapeutique, effectivement, mais aussi dans comment ça s'intègre. Comment on est en train petit à petit de faire en France une véritable révolution dans les soins et la prise en charge. Et je pense qu'on est le seul pays au monde. Il faut éteindre les micros. Il y a des micros qui ne sont pas éteints. Oui. C'est pas branché là, c'est pas branché. Il faut que les gens ils ferment le micro. Toi, tu peux. Donc, il faut bien avoir à l'esprit que toute cette petite révolution que l'on a mis en marche et les transformations qu'on est en train de faire, on est le seul pays à pouvoir les proposer actuellement dans le monde. Alors là, déjà, ça commence. Il faut soulever. Il faut le prendre dans vos mains. Voilà. Bien. Alors, déjà, la première étude qui est que en 2014, il y a un papier qui est sorti pour essayer de voir ce que souhaitaient les personnes concernées une fois la phase aiguë passée. Et en fait, qu'est-ce qui peut faciliter l'engagement, l'adhésion dans des programmes? Et en fait, les réponses se sont organisées autour de plusieurs axes. Cibler l'empowerment. L'empowerment, c'est un anglicisme qui, en fait, en français est un peu difficile à traduire. C'est en même temps l'autodétermination de ses propres actions et la capacité d'agir. Donc, retrouver la capacité d'agir. Donc, cibler l'empowerment et la réalisation de soi, faire de l'exercice, favoriser la socialisation, impulser de la motivation et aider à planifier des actions, et avoir accès aux dispositifs pour s'insérer. Alors, à partir de là, on a imaginé comment doit être finalement organisé le dispositif de thérapie psychosociale idéal pour pouvoir créer des parcours d'insertion, des parcours d'autonomie pour les personnes concernées. Et en fait, dans l'unité dans laquelle on se trouve et au-delà le réseau
dans lequel on rayonne finalement, on doit pouvoir avoir un accès à l'éducation thérapeutique, et on va en parler, aux thérapies comportementales et cognitives, aux entretiens motivationnels, aux habiletés sociales, à l'habitat inclusif, aux solutions pour l'habitat, pouvoir aider les aidants, aux techniques de remédiation cognitive, et on va en parler aussi, à l'emploi accompagné et à l'abord somatique, que ce soit soins somatiques, mais aussi activité physique adaptée, donc APA, yoga, relaxation et autres techniques. En rouge, j'ai mis tout ce qui peut commencer finalement quasiment dès la phase aiguë, quelques jours après le moment de crise. Et ça, c'est déjà la première petite révolution. C'est-à-dire qu'on peut maintenant changer les messages. Et quand on accueille des personnes concernées et leurs familles qui arrivent, qui sont très traumatisées par l'hospitalisation, ce qui vient de se passer, tout le bouleversement, eh bien, on peut déjà embrayer sur des messages d'ouverture, des horizons, des dimensions qui vont amener vers des perspectives et vers des évolutions qu'on espère positives. Alors, rentrons déjà dans le vif du sujet de l'éducation pour la santé, de l'éducation thérapeutique. Elle vise à rendre les personnes et les groupes aptes à adopter les modes de vie les plus favorables pour leur santé. Et c'est un des moyens d'intervention de la promotion de la santé. Donc ça, c'est la définition de l'OMS. Dans le cadre de l'éducation thérapeutique, la personne souffre d'une maladie et est concernée par des facteurs de risque. Et il faut bien se dire que les temps dont on parle sont des temps différents. C'est-à-dire qu'il y a le temps du soin aigu, il y a le temps de comprendre ce qui s'est passé, d'interagir, il y a le temps du changement social que tout cela entraîne et même de ceux qu'on va mettre en route, et il y a aussi le temps de la pédagogie et le temps d'apprendre. Et ces différents temps ne sont pas du tout les mêmes. On ne peut pas imaginer, actuellement sur Sainte-Anne, nous avons des durées moyennes de séjour qui sont extrêmement courtes. On ne peut pas imaginer qu'on va lancer un programme et qu'on va informer suffisamment, de manière complète, les personnes concernées, alors qu'on les voit quelques jours et qu'après, ils sortent et ils retournent dans leur famille ou dans leur environnement. S'il vous plaît. J'ai cru voir qu'il y avait des gens qui attendaient là. C'est très gentil. Non, ils sont dans la salle. Oui, je les accepte au fur et à mesure. Ça, malheureusement, Mais j'ai l'impression, je ne sais pas si le partage d'écran a bien fonctionné. Parce que moi, je suis connectée aussi et ça n'a pas l'air d'être affiché. Ouais. Je me permets juste. Où on a un problème? On n'a absolument, strictement aucun problème. Vous allez voir. Ça, c'était mal partagé. Voilà. Bravo, Alexia. Merci. Alors, la relation éducative est fondée en fait sur une recherche d'équilibre entre une urgence d'apprentissage pratique et les réaménagements psycho-affectifs que va engendrer la maladie chronique. Et donc, on va devoir toujours être dans cet équilibre et apporter à la personne des informations différentes en fonction du contexte et en fonction des remaniements qui sont en train de se passer. Alors, je vais beaucoup prendre exemple sur ce qu'on a monté sur le pôle pour vous expliquer un peu comment on peut décliner l'éducation thérapeutique et comment on peut s'organiser et comment après on intègre ça dans une unité de réhabilitation. Donc, on a essayé de créer sur le 15e arrondissement des programmes flexibles et à la carte finalement, avec quelque chose qui est très important, qui est que
il a été décidé d'emblée de mettre du personnel en transversal pour l'éducation thérapeutique, pour coordonner les différents programmes venant des différentes unités et pour avoir une action un peu unifiée de la part des soignants pour diffuser ces messages avec des colorations différentes suivant les endroits où se trouvaient les personnes concernées. Et du coup, ça a donné lieu au fait qu'il y a des programmes différenciés selon les structures qui sont les structures du pôle du 15e arrondissement, avec des outils dont se servent les soignants, qui peuvent être du brainstorming, des images qui sont censées susciter des réactions émotionnelles, des cas concrets avec des vignettes cliniques, des boîtes de médicaments dans une petite valise pour aider à comprendre quelles peuvent être les différentes classes de médicaments. On fait intervenir éventuellement le pharmacien de l'hôpital, la personne qui va faire le yoga, la personne qui va faire la relaxation, même la personne qui s'occupe de la réhabilitation. Également, la diététicienne, les infirmiers somatiques ou bon, la pharmacie pour les sessions sur les traitements. Alors, on a déjà en intra-hospitalier, il y avait au départ, il fut un temps où on avait du temps. La durée moyenne de séjour était à peu près de 4 à 6 semaines. Et là, on avait des programmes qui se déclinaient en 6 à 9 séances. Bon, ce temps est largement révolu. Et là, maintenant, on a des séances individuelles amorces que les infirmiers essayent de faire dans chaque unité. À côté de ça, on a des groupes intra-hospitaliers qui vont s'adresser plus aux troubles schizophréniques animés par les référents des unités de secteur. On peut en avoir en consultation, par exemple. Groupe CMP, donc également autour des troubles schizophréniques, co-animé par des infirmiers référents du CMP. Également, cette année, il a été créé un programme autour des troubles schizoaffectifs. Également, un programme sur le foyer, qui est le foyer Eugène Milonde du 15e arrondissement, foyer de post-cure, qui va être basé plus sur la qualité de vie, sur l'autonomie, sur les habiletés sociales. À l'hôpital de jour, il y a aussi des infirmiers formés à l'ETP qui vont décliner un groupe durant les 6 premiers mois du cycle de l'hôpital de jour, et je vous montrerai en fin de présentation ce qu'on fait à l'hôpital de jour. Au C3RP, Stéphane vous parlera du programme TIPP et de ce qu'il anime. Et on a aussi un autre programme pour initier les personnes aux fonctions cognitives, pour qu'ils soient bien conscients de toutes les dénominations que l'on utilise, des tests qu'ils passent et des exercices et des méthodes qu'on leur fait faire. Presque tous ces programmes sont labellisés ARS. Il faut savoir que pour être reconnu, pour avoir un peu de sous, pour augmenter dans les critères qualité, eh bien, il faut faire un effort de référencer votre programme sur le site de l'ARS qui regarde un petit peu ce que vous faites. Et c'est coordonné sur tout le GHU par l'UTEP, qui est une unité transversale d'éducation thérapeutique. Ils ont un peu de personnel, ils ont 2 infirmières, un médecin et je crois qu'un case manager. Et ils ont répertorié dans un livret tous les programmes qui se faisaient à l'intérieur de l'hôpital. Et c'est vraiment très intéressant parce qu'ils jouent vraiment un rôle de liant sur l'ensemble de l'hôpital. Alors, là, je vous ai mis des exemples de programmes. Donc, les trois séances amorces
sur la schizophrénie à l'hôpital, ça va être la maladie et les symptômes, les traitements, la préparation à la sortie. En ambulatoire, donc 15 séances, vous avez beaucoup plus détaillé, 3 séances sur les symptômes, 2 séances sur les traitements, la relaxation, l'affirmation de soi, la réhabilitation et la remédiation, les relations sentimentales, les personnes, le groupe peuvent choisir certaines séances. Il y a également la dimension de la famille, également comprendre l'organisation des soins, les différents types de prise en charge, les intervenants au CMP et rencontrer éventuellement les médecins traitants. Il y a des piqûres de rappel, entre guillemets, que l'on peut faire l'année d'après ou quelques années après, quand on veut approfondir certaines dimensions. Également, on dispense des programmes pour les familles. Alors chez nous, nous avons le docteur Moala, qui, avec Dominique Villard, qui est psychologue au centre de détection précoce, anime chaque année, en 2 ans, le programme Pro-Famille. Et donc, on intervient auprès des familles. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'il y a un impact de la pathologie sur les familles, lié à la nature des symptômes. Symptômes positifs qui peuvent créer pas mal de remous au niveau de l'équilibre familial, mais aussi symptômes négatifs qui peuvent être mal interprétés ou mal supportés par la famille quand il y a un manque d'énergie, un manque de motivation, une apathie, etc. Les représentations sociales négatives de la maladie et tout ce qui est stigmatisation, qui est aussi quelque chose de mal vécu par la famille aussi. Le stress, et on sait que les familles sont malmenées au niveau du vécu stressogène de certains moments, jusqu'à même provoquer des pathologies au sein de la famille, avec de l'anxiété, du surmenage, éventuellement des répercussions cardiaques, etc. Il y a également l'équilibre familial qui peut être atteint avec des possibilités d'avoir des séparations, une vie sociale ou des loisirs qui peuvent être compromis, des problèmes financiers parce que des fois il y a beaucoup de choses qui sont à la charge des familles, une fatigue, de la culpabilité, y compris par la fratrie, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a les parents, mais il y a aussi les frères et sœurs, et parfois même des troubles psychiques qui sont aussi vécus au niveau des familles. Et du coup, la psychoéducation des familles, donc ça c'est une diapo que j'ai empruntée à Romaret, et a un bénéfice non seulement sur les familles, mais aussi sur les patients. Avec 40% du taux de rechute des patients en comparaison à un groupe contrôle, une amélioration de l'observance thérapeutique. La psychoéducation, c'est ce qui arrive tout de suite après les traitements médicamenteux pour les usagers eux-mêmes, pour les personnes concernées, et donc pour la famille, réduction du fardeau. Alors fardeau, c'est le terme anglais, hein, c'est burden. Donc en français, malheureusement, c'est fardeau. En tout cas, c'est la charge vécue par les aidants. Réduction de la symptomatologie dépressive, réduction du nombre de jours d'arrêt de travail. Donc le programme Pro-Famille, vous devez le connaître, mais bon, je le mets quand même, 14 séances de 4 heures, avec un deuxième module après d'approfondissement. Donc c'est un programme sérieux, complet, parfois un peu difficile, hein, parce qu'il faut trouver des personnes pour l'animer. Donc, de la psychoéducation, connaître la maladie, connaître le traitement, développer les habiletés relationnelles pour la communication, habileté à poser des limites, la gestion des émotions, la culpabilité, l'anxiété, comment gérer ses propres émotions, comment gérer les pensées parasites, etc. Développer ses ressources, savoir obtenir de l'aide et développer un réseau de soutien.
il existe également pour les familles maintenant de nouveaux programmes, notamment le programme BREF, qui se décline entre acteurs du soin et les familles, enfin l'UNAFAM. Donc, c'est un programme qui a été créé par l'équipe de Romaret au Vinatier. Les objectifs, motiver les proches à se faire aider, informer sur les dispositifs d'aide, développer l'alliance thérapeutique, individualiser l'accueil des familles, en dédramatisant l'hospitalisation. Alors, ce n'est pas seulement pour des pathologies schizophréniques, ce n'est pas seulement pour les débuts d'évolution, c'est vraiment pour tout événement d'hospitalisation qui a constitué un bouleversement. Et on travaille avec 3 séances d'1 heure environ et des cartes que la personne, l'aidant, va choisir dans des piles différentes, une pile aidant, une pile personne malade, et on va traiter les cartes qui ont été choisies. Donc on va aborder les signes cliniques, l'hospitalisation, les difficultés rencontrées, et dans la pile aidant, on va travailler sur le ressenti de l'hospitalisation aussi par les aidants, l'accès au réseau, etc. Donc, en fait, l'intérêt de BREF, c'est que c'est bref. C'est que c'est 3 séances qui vont donner un petit aperçu et qui vont permettre une amorce. Il existe maintenant un nouveau programme et il est en train de se décliner en ce moment sur l'hôpital. La formation se finit demain, je crois. Oui, tout à fait. Dispensé aussi par l'équipe de Romaret, le programme Léo, qui est aussi toujours pour les familles et qui est un petit peu plus long. Et il est toutefois moins long et moins compliqué que Pro-Famille. Du coup, il peut se décliner un peu plus facilement. Les objectifs étant d'acquérir les connaissances concernant les aidants en psychiatrie, comprendre les objectifs stratégiques, maîtriser les techniques d'animation de groupe, former des aidants à l'utilisation de stratégies pour accompagner leurs proches. Et donc, on peut, comme ça, former à ce programme qui va conduire à l'autogestion. Alors, vous comprenez bien que le maître mot dans cette histoire, finalement, c'est donner de l'empowerment. C'est-à-dire que non seulement on doit rendre les personnes concernées le plus autonomes et le plus en pouvoir de diriger leur vie autant que faire se peut, mais aussi l'environnement. Donc, tout cela va pouvoir amener à un partenariat, on va dire, un ferment le plus intéressant possible pour que se développe un partenariat. Alors, quels sont les programmes que nous dispensons? Comme je vous le disais, le programme TIPP, qui est un programme vraiment intéressant, qui a été développé par l'équipe de Lausanne en 2013, autour de bandes dessinées. Et donc, vous avez 5 livrets et vous ne les déclinez pas les 5, parce que c'est très long, mais vous choisissez un livret, par exemple, soit tournant autour des symptômes, soit autour des traitements, soit autour du rétablissement, soit autour des substances addictives. Et ces programmes, ces modules, enfin ces livrets, comprennent des pages où il y a une bande dessinée plutôt amusante, une vignette clinique très simple et des informations scientifiques en mots vraiment très clairs et très simples. Et c'est des séances assez libres, en groupe, où la personne choisit une vignette, décide de la lire et on la discute. Et une séance, ça fait à peu près 2 vignettes. Alors, l'intérêt aussi de ce programme, c'est que pendant la période Covid, on a pu aussi le dispenser en distanciel. Donc, c'est quand même quelque chose qui est vraiment facile à manier.
En plus, il ne coûte pas cher du tout. On a aussi, comme je vous le disais, un petit lexique pour inviter la personne, avant les programmes de remédiation, à comprendre ce qui va se dérouler, à nommer les différentes fonctions cognitives, à pouvoir savoir à quelle fonction se rapporte telle chose ou telle autre, à comprendre aussi les répercussions sur la vie quotidienne des troubles cognitifs, ainsi que l'effet éventuel de certains traitements sur les fonctions cognitives. Et ça, nous le faisons avant le début des programmes de remédiation cognitive, avec même des schémas. Et parce que nous avons eu quelques personnes qui ont eu des déficiences intellectuelles légères, l'infirmière Bérangère Rigaud a créé des choses assez simples, reprenant les mots des patients pour arriver à faire comprendre des notions clés comme les différents types de mémoire, les différents types d'attention ou comment on pouvait s'organiser et planifier pour faire fonctionner tout ce qui est système exécutif dans l'exécution des tâches. Et bien sûr, après ce petit livret que la personne garde, hein, et bien après, nous avons un quiz. Voilà, le quiz lors de la séance ultérieure. Alors, ce livret des fonctions cognitives ouvre en fait un livre plus important qui va être le recueil des tâches à domicile fait pendant toute la période de remédiation cognitive qui est déclinée pour la personne. Et chaque fois qu'il y a des tâches à domicile, on implémente ce livre avec en même temps des procédures qu'on appelle des procédures de goal management training pour rassembler ses idées, être focus au niveau attentionnel, arriver à bien se concentrer pour bien séquencer les tâches ensuite. Et ces livrets qui accompagnent les programmes de remédiation servent beaucoup aux patients parce qu'ils les gardent après les programmes chez eux et plusieurs années après, ils s'y réfèrent encore pour des moments où ils ont l'impression qu'ils vont avoir à résoudre des tâches complexes. Alors, on a également le petit dernier qui est l'éducation thérapeutique dans l'autisme, avec un programme qu'on a appelé Étape et qui est drivé par Mona Moala, donc ma collaboratrice, également par une psychologue, Ala El Golabzouri. Donc, elles font ça tous les mercredis soirs de 18 à 20 heures. Et l'originalité, c'est que ce programme a été construit avec des personnes autistes qui viennent animer. Donc, chaque mercredi, nous avons deux salles. Une salle pour les personnes concernées autistes, une salle pour les proches. Et c'est animé en même temps par quelqu'un de l'équipe et une personne concernée, autiste ou un proche. Et dans les deux salles, vous avez des déclinaisons soit identiques, soit différentes des séances. Vous voyez, parfois c'est identique et parfois c'est différent selon qu'on s'adresse aux proches ou à la personne concernée. C'est la première année qu'on le fait rôder, ce programme. Pour le moment, on n'a pas fini, mais on a de très bons retours. Et probablement l'année prochaine, on fera des séances un peu plus longues parce que les livrets que l'on donne chaque semaine, les personnes les trouvent très intéressantes, mais on n'a pas le temps du coup de discuter suffisamment. Donc vraisemblablement, l'année prochaine, on allongera le temps de chaque séance.
Alors, comment ça s'articule tout ça? Comment on articule l'éducation thérapeutique et la réhabilitation psychosociale? Ben, il faut savoir quand même que la plupart des personnes, mis à part leur volonté de se documenter et d'apprendre et de bien gérer leurs difficultés, ont également des difficultés cognitives. Et la plupart du temps, dans la schizophrénie, on a une atteinte à plus ou moins forte intensité des capacités attentionnelles, de la mémoire et de ce qu'on appelle les fonctions exécutives, c'est-à-dire ce qui nous sert à nous organiser, à planifier notre quotidien. Ça touche 70 à 80% des personnes quand on prend des normes définies pour la population générale. C'est observé chez presque tous les patients quand on se réfère à leur propre fonctionnement prémorbide. C'est présent avant l'éclosion des troubles, dès les prodromes, ce qui nous fait dire que vraisemblablement les symptômes psychiatriques ne sont qu'un reflet de quelque chose qui a commencé bien avant et qui concerne plus la sphère cognitive que la psychiatrie. Ça diffère d'un patient à l'autre et les difficultés de cognition sociale ont un impact encore plus important que les difficultés neurocognitives. Donc il faut considérer l'un et l'autre. Ça entraîne des conséquences directes sur la qualité de vie, avec les personnes qui nous disent que ça entraîne une souffrance, qu'ils se plaignent d'une mauvaise mémoire, d'une impossibilité d'organiser les tâches au quotidien, d'une incapacité à lire, à initier une conversation, à regarder la télévision. Et souvent, c'est même plus mal vécu que les symptômes. Et ça a été notre première surprise quand on a commencé juste à se lancer dans la remédiation cognitive. On a eu beaucoup de personnes qui spontanément nous ont dit « mais je croyais que en fait, ça ne reviendrait jamais, ma mémoire ou mes capacités à me concentrer ». Et du coup, on s'est dit que peut-être même certaines notions étaient taboues parce que d'y repenser, c'était douloureux. Et il faut savoir aussi que les études ont montré que les difficultés cognitives sont responsables de 100% prédisent 100% d'incapacité au travail. Alors que les symptômes eux-mêmes, qu'ils soient délire, hallucination, etc., eh bien, ça va faire 65 à 85% des facteurs. Donc, c'est très important, mais c'est moins important que les facteurs cognitifs. Comme vous le voyez, nous avons beaucoup de méthodes de remédiation cognitive. Nous avons des méthodes pour plein de profils de personnes. Et nous choisissons les méthodes en fonction de la personne elle-même. Nous avons une méthode qui est très ancienne, que nous ne déclinons pas sur notre unité, mais qui se décline sur le 16e arrondissement, qui est l'IPT, qui est une méthode de groupe, où on travaille sur les fonctions cognitives, mais sans faire des exercices en direct. On a un jeu en réalité virtuelle qui est une immersion dans une ville virtuelle, qui est le jeu Maturin, pour apprendre à planifier son quotidien. Donc nous avons une ville, c'est une collaboration avec le professeur Piolino à Paris Descartes, une ville très réaliste, avec des quartiers, avec des boutiques, avec un appartement, en version propre et en version sale. Et nous avons même, nous ne l'utilisons pas, mais nous avons un tramway et nous avons un supermarché. Et donc, on travaille autour des difficultés à planifier le quotidien avec différents scripts d'action, mais comme en conditions réelles, complètement. Où vous devez aller faire des courses, aller chercher de l'argent, nettoyer votre appartement avant que des amis arrivent, ne pas oublier de passer chez le boulanger, acheter du pain et puis des petits fours si vous recevez du monde. Enfin, des tas de choses comme ça que les personnes en groupe vont apprendre à résoudre des problèmes du quotidien. Nous avons une méthode papier-crayon qui est la CRT, que nous continuons à utiliser
pour des personnes qui ont une déficience intellectuelle légère. RECOS, c'est une méthode à la fois papier-crayon et ordinateur, individuelle, pour des personnes qui ne peuvent pas tenir en groupe ou qui sont trop désorganisées. Et la plupart des personnes, nous les mettons dans un groupe qu'on appelle NEAR, Neuropsychological Educational Approach of Cognitive Remediation, où là, ils travaillent dans un premier temps chacun sur un petit ordinateur pendant 30 minutes sur des exercices là où ils ont des difficultés et ils essayent de progresser. Ensuite, ils s'échangent les stratégies et ensuite, il y a des groupes qui sont très formalisés sur le transfert au quotidien, à quoi servent les fonctions cognitives, etc., avec des déclinaisons assez ludiques, avec des extraits de YouTube pour travailler sur l'attention divisée, sur la mémoire visio-spatiale, etc., mais en séquence un peu écologique. C'est un groupe qui est très, très apprécié et il y a toujours chez nous un groupe NEAR qui tourne. Également, pour la cognition sociale, nous avons des groupes qui vont se décliner selon les difficultés de cognition sociale que l'on peut avoir. Dans la cognition sociale, on peut avoir, par exemple, une difficulté à reconnaître les émotions. Eh bien, si on a cette difficulté en isolé, on va avoir ensuite la méthode Gaïa qui va nous permettre de travailler sur les émotions de base, comme la joie, la tristesse, la peur, la colère. La personne va commencer à essayer de caractériser ses émotions avec des smileys, travailler ensuite les interactions sociales et mimer ses émotions lors des différentes interactions sociales. Et après, on va s'aider de supports virtuels pour développer ces interactions. Par exemple, là, le personnage en noir, Gaïa, va renouveler son ordonnance auprès d'une pharmacienne. RC2S, c'est en individuel, c'est pour les interactions sociales complexes. Et là, on travaille toutes les dimensions de la cognition sociale. Donc, on explicite toutes les ramifications de la cognition sociale, à savoir la reconnaissance des émotions, mais aussi la compréhension des conventions sociales, ce qu'on appelle la théorie de l'esprit, c'est-à-dire la capacité à décrypter ses propres émotions et à comprendre les émotions de l'autre. Également l'empathie, ou bien ce qu'on appelle les biais d'attribution. Les biais d'attribution, c'est avoir toujours l'impression qu'on vous en veut, ou bien que vous êtes nul et que vous allez toujours tout foirer, ce qui peut être aussi un autre biais d'attribution. Et on apprend aux personnes à générer des hypothèses alternatives avant de faire des conclusions hâtives et finalement d'avoir des tendances à se dévaloriser ou alors des tendances persécutives. Donc pour ça, vous avez un programme qui s'appelle SCIT, Social Cognition Interaction Training, que nous avons traduit en français, qui permet de relier les émotions de base et les jeux de rôle qui sont faits pour générer ces émotions de base et petit à petit qui va aborder les pensées automatiques de biais d'attribution. Et enfin, nous avons monté une méthode qu'on a appelée Skyless pour les personnes qui ont une hypothéorie de l'esprit, qui ont des difficultés à inférer des interprétations par rapport à ce que leur renvoient les autres. Donc, ils ont des difficultés, eux, à reconnaître les émotions, des difficultés d'empathie, souvent, et des difficultés à inférer les intentions des autres et à comprendre leurs propres émotions. Donc, pour ces personnes-là, on a créé une méthode qui combine à la fois les notions de cognition sociale et l'entraînement aux habiletés sociales. On a aussi créé beaucoup de transferts des acquis au quotidien, parce que l'important,
ce n'est pas seulement les méthodes de remédiation, c'est comment on va les transférer directement, soit au domicile, soit sur le lieu de travail. Et du coup, nous avons créé, à partir du manuel CRT, plein de moyens d'aller de l'exercice cognitif jusqu'aux tâches du quotidien, avec des procédures qui permettent d'être utilisées directement. Et du coup, on peut travailler avec une personne support qui peut être la famille, qui peut être un éducateur dans un ESAT, qui peut être un ami, qui peut être même une infirmière d'une autre équipe, ou bien un moniteur dans un SAVS ou un SAMSA, qui va reprendre les exercices cognitifs et les adapter sur les tâches du quotidien. Vous voyez que finalement, on met le patient au cœur d'un dispositif dans lequel aussi interviennent les structures de secteur, et tout cela va être orienté vers de la réhabilitation. Nous faisons ça pour les adultes, mais nous faisons ça aussi pour les enfants. Et au secteur 16, 16e arrondissement, le docteur Catherine Boyen a en charge l'unité de psychiatrie infanto-juvénile, où elle a décliné plusieurs méthodes de remédiation et elle les applique chez l'enfant pour faire l'articulation avec l'éducation nationale et l'inclusion sociale, elle, à l'école. Avec, pareil, des groupes d'éducation thérapeutique. Et nous essayons à chaque fois de nous coordonner pour trouver le bon parcours pour réinsérer la personne. Et ça, c'est le maître mot. Et il y a 10 ans, pour moi, je n'imaginais quasiment que les ESAT, ou presque, comme système d'insertion. Et maintenant, les choses ont tellement évolué dans ce domaine que les ESAT, c'est vraiment un système par défaut et que le milieu ordinaire, c'est à peu près constamment ce qu'on vise, finalement. Avec l'aide de job coach, de personnes qui vont accompagner à l'extérieur les personnes concernées. On s'aide aussi d'activités physiques adaptées et on a eu la chance d'avoir un programme qui a été monté par Laurence Kern, qui était à l'époque à l'université de Nanterre, prof de STAPS, qui est maintenant à Lyon, et qui a écrit un bouquin pour transformer toute notre méthode de remédiation cognitive en exercices ludomoteurs, d'activités physiques adaptées, qui font travailler l'attention, la mémoire, la planification, mais avec des exercices physiques, ludomoteurs. Ça nous permet de faire un lien avec les méthodes de remédiation cognitive quand les personnes ont encore besoin de commencer à travailler les interactions sociales, etc., avant d'aborder un programme de remédiation. Donc, actuellement, on vient d'être labellisé, on existe depuis plus de 10 ans, mais l'Île-de-France est en retard de 4 ans sur les autres régions. On vient d'être labellisé, nous, plateforme sud de Paris. Mais bon, au-delà de ça, on reçoit un peu des gens d'un petit peu partout, mais bon, en fait, non seulement on a été labellisé, mais en plus il fallait qu'on décide, qu'on donne notre avis, que ce soit le professeur Christine Passurier ou moi-même, pour l'ARS, sur toutes les futures plateformes qui allaient exister en Île-de-France. Donc on en a élu 8 et il y en a 3 qui sont en ballottage, on va dire, entre guillemets, et qui devraient passer d'ici le mois de juin. Dans les 8 plateformes qui ont été consacrées, il y a la plateforme Nord du GHU avec le docteur Jeanne Villain, qui normalement s'occupe du nord de Paris.
Il y a une plateforme dans les Yvelines, donc autour du docteur Bulot et du professeur Passerieux à Versailles. Il y en a une sur Montesson, avec le docteur Platzkou. Vous en avez une à Argenteuil, avec le docteur Lamis. Vous en avez une à Provins. Vous avez sinon une plateforme qui devrait se créer à Créteil, au niveau peut-être avec l'hôpital Saint-Maurice, mais qui aussi s'occuperait de 2 ou 3 arrondissements parisiens, le 11e et le 12e et le 13e, et aussi le 4, 1, 2, 3, 4, je crois. Le 20e. Le 20e, c'est la plateforme Nord. C'est le docteur Jeanne Villa. Le 20e, c'est Nord. Ça va être le Nord. Et vous allez avoir une plateforme au niveau de Barthélemy-Durand, normalement. Et vous allez avoir une plateforme au niveau d'Erasme, Boulogne et Suresnes. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout. Ah non, il y a une autre plateforme au niveau de Pontoise. Et le 93 Villefranche. Alors, Villefranche, normalement, vous allez, s'ils font un projet, il faut qu'ils évoluent. Et normalement, vous allez avoir aussi une plateforme sur Villefranche. Alors, donc, nous, ce que nous a demandé l'ARS, puisqu'on avait déjà notre plateforme, donc l'ARS nous a demandé de créer une unité grand enfant, jeune adulte, pour assurer la continuité entre l'enfant et l'adulte. Donc, on a créé cette unité, ça porte le nom de GAJA, c'est pas formidable, mais enfin, grand adolescent, jeune adulte, qui s'occupe de la tranche des 16, 25 ou 30 ans. Et dans la foulée, l'ARS nous a aussi doté d'une unité évaluation emploi accompagné autisme de l'adulte, qu'on a appelée PIRPANE 1, qui est une unité plus orientée vers l'autisme. Pour vous donner une idée, voilà comment on s'articule. Vous voyez, nous avons un travail avec beaucoup d'associations d'usagers, notamment l'association Paris, qui est une association de personnes autistes de haut niveau, qui sont très très impliquées, nous envoient beaucoup de familles et de patients qui sont souvent en détresse, intervient beaucoup sur les textes de loi, enfin ils sont très 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 dynamiques, avec bien sûr l'UNAFAM. Également, on a un travail avec une association qui s'appelle la Cour des Grands, il y a une faute d'orthographe, excusez-moi, qui s'occupe plus des personnes avec autisme et déficience intellectuelle pour organiser un réseau de partenaires autour du travail répétitif. Parce que c'est important aussi de pouvoir donner des accès à des personnes qui ont une déficience intellectuelle. On travaille bien sûr aussi avec le pôle partenaire proche et patient du GHU. On a des partenaires sociaux et on a des partenaires médico-sociaux avec lesquels on a pour beaucoup des conventions écrites et, on va dire, personnalisées en fonction de la spécificité de la structure elle-même. Et ça, je ne vois pas comment on pourrait imaginer travailler autrement qu'avec nos partenaires. Parce que c'est eux qui nous permettent d'affiner notre représentation du monde du travail vers lequel on va essayer d'amener nos personnes, nos patients, et avec qui on chemine. Et dans tous nos programmes, nous avons des interventions de personnes qui viennent durant les programmes pour travailler déjà la représentation du monde du travail. Alors, on ne se base pas sur les pathologies. Pour nous, que ce soit une schizophrénie, que ce soit une histoire autistique, une histoire de bipolarité, on regarde les profils cognitifs. Ça nous permet de décliner un même vocabulaire et de se coordonner de la manière la plus
étroite et facile possible, aussi bien avec nos partenaires sociaux, médico-sociaux, d'être parfaitement compris par les familles, par les usagers eux-mêmes, par les somaticiens, et du coup, d'avoir un lexique commun. Et quand on a un langage commun, eh ben, on va beaucoup plus vite et on arrive beaucoup mieux à se comprendre. Et à chaque fois, on élit un coordinateur de parcours. Parfois, ça peut être le médecin du C3RT, mais parfois, ça va être le médecin ou la psychologue de l'hôpital de jour, parfois, ça va être une psychologue d'un ESAT, parfois, ça va être un praticien de ville. C'est la personne qui a fait alliance avec la personne concernée pour cheminer de la manière la plus cohérente et la plus fluide possible. Et on envisage une trajectoire qui va aller vers le rétablissement. Et comme je vous le disais, la sectorisation en psychiatrie en France a fait que nous avons des conditions que nous sommes les seuls au monde à pouvoir avoir. Parce que le maillage médico-social a déjà été créé. Il n'avait pas été créé pour la réhabilitation, mais du coup, on s'en est servi. Et ça permet une articulation jusqu'au bout, pour peu qu'on sache l'utiliser. Donc, on a aussi un modèle qu'on a appelé le modèle tremplin, qui est un modèle inverse par rapport au modèle médical. Le modèle médical, vous prenez un symptôme, vous donnez un traitement, vous voyez ce que ça fait. Nous, on fait l'inverse. On va évaluer la personne et on va travailler avec elle pour avoir une idée du projet et du point de chute et de là où on va essayer d'aller. Et lorsqu'on a une idée de ce point de chute, à ce moment-là, on fait un rétro-planning pour trouver le bon moment où on va démarrer nos thérapies psychosociales. Parce que quand il s'agit de la remédiation cognitive, par exemple, on sait que les progrès ils vont durer 6 à 8 mois. Donc si on ne met pas quelque chose qui va enclencher et qui va reprendre la stimulation que l'on a créée, eh bien sinon ça va retomber comme un soufflet et la personne ne va plus croire en nous et après on va être terriblement démunis pour remobiliser et redonner de l'espoir. Du coup, on essaie à chaque fois de se caler du mieux possible. Et ça, on ne peut le faire que quand on connaît vraiment bien nos partenaires. Et quand on est sûr de nos job coachs qui vont venir, qui vont participer à nos programmes de remédiation, qui vont apporter leur spécificité, ils vont travailler les CV, ils vont travailler les entretiens d'embauche avec nos patients et ils vont commencer à les accompagner. Alors maintenant, avec tous les progrès qu'il y a eu dans le handicap psychique, beaucoup de personnes concernées viennent nous voir avec leur job coach d'emblée. Et là, c'est encore plus facile et plus intéressant parce qu'on peut impliquer les job coachs dans le travail que l'on fait et dans le parcours que l'on mène avec les patients. Donc, on s'articule avec les structures de secteur. Et là, vous avez l'exemple dont je vous parlais, du 15e arrondissement, où en fait, on interagit avec les différentes unités du 15e arrondissement et avec du personnel social qui est dédié pour fluidifier les parcours entre nos différentes unités vers le dehors. Parce que tout cela est intéressant entre nous, mais la philosophie commune, c'est dehors. Ce n'est pas à l'intérieur de l'hôpital. Donc, on a des infirmiers formés de manière différenciée à la réhabilitation, avec des case managers, et je vais vous montrer le modèle de l'hôpital de jour, qui vont se lier avec, qui vont se coordonner avec le foyer, les appartements associatifs et le retour à domicile. Alors, est-ce que j'ai mis là le modèle de... Oui, voilà. Donc, vous avez là le modèle du centre de jour du 15e arrondissement, c'est-à-dire l'hôpital de jour du docteur Dadi, tel qu'elle l'a conçu. Donc, c'est vraiment un parcours qui a été entièrement créé par le docteur Dadi à partir de l'alliance qu'on a pu faire avec elle. Et vous avez un hôpital de jour qui se décline en 18 mois. Donc, durée moyenne de séjour, 16 à 18 mois.
avec des personnes qui sont prises depuis l'intra-hospitalier, sans exclusion. Toutes les personnes qui ont besoin d'aller à l'hôpital de jour vont à l'hôpital de jour. Première partie, restructuration du quotidien, éducation thérapeutique, ajustement pharmacologique. Éventuellement, la personne, dans ses 6 premiers mois de consolidation, va faire des allers-retours avec l'hôpital pour trouver le bon traitement, la bonne formule pour une stabilité thérapeutique. Ensuite, rééducation fonctionnelle dans les autres 6 premiers mois, avec thérapie comportementale, thérapie de gestion du stress, affirmation de soi, etc., selon le profil de la personne, activité physique adaptée, psychothérapie de groupe ou en individuel, aide aux aidants, et en fin de phase 2, évaluation neuropsychologique, et on commence à construire le projet. Et phase 3, 6 à 9 mois, co-construction du projet avec les job coachs, remédiation cognitive, rétro-planning pour que ça colle pour la mise en route du projet et l'emploi accompagné. Et on avait mis 50% d'insertion par an, mais en fait, quand on a repris les chiffres, en enlevant les patients de l'ancien hôpital de jour, ancien modèle, on arrive à 70% d'insertion par an. Donc, vous voyez, même les structures comme l'hôpital de jour, qui sont emblématiques quelque part de ce qu'on peut appeler la chronicité en psychiatrie, l'ont été en tout cas pendant pas mal d'années, peuvent être transformées dans cette philosophie et amenées vers une transition vers l'extérieur pour des personnes qui ont besoin d'un peu plus de temps pour réfléchir et pour construire leur projet. Du coup, dans cette dynamique-là, l'hôpital de jour, qui à un moment devait disparaître, parce qu'on voulait enlever l'hôpital de jour, devient peut-être une pièce vraiment intéressante pour des profils différents de personnes. Je voulais, avant d'en finir, vous montrer qu'avec toutes ces avancées, on a réussi à convaincre notre ministère que la réhabilitation était une priorité en santé mentale. Et du coup, il y a une lettre de cadrage qui a été écrite en janvier 2019. On était 4 donc, au ministère de la Santé. Et on a pu imprimer une force de proposition pour créer un petit peu partout des unités, soit des unités de proximité, soit des unités qu'on appelait support, pour diffuser toutes ces techniques de réhabilitation avec les proches, avec les personnels, avec les pairs aidants, avec les patients experts, dans ce partenariat actif menant vers l'insertion et l'autonomie. Donc en conclusion, le modèle du rétablissement, c'est le phare qui guide nos nouvelles pratiques de soins. C'est une amorce de transformation dans le nouvel ambulatoire et l'allée vers, avec une nouvelle manière de pratiquer la psychiatrie. L'heure est aux équipes mobiles, aux coordinateurs de parcours de soins, aux pairs aidants, chargés d'insertion, aux job coachs, des structures qui sont résolument orientées vers les thérapies psychosociales, qui nécessitent d'évaluer et de réévaluer régulièrement les personnes en fonction des programmes délivrés, avec des jalonnements pour arriver étape par étape vers cette réhabilitation et surtout rompre le rythme de la chronicité. Se coordonner avec le social et le médico-social, qui est une chose indispensable pour donner une fenêtre temporelle d'action et rythmer cette dynamique de réhabilitation, et une organisation des soins qui est voulue au niveau national, avec une très forte volonté du ministère de la Santé pour promouvoir la réhab, former les équipes, opérer cette coordination, créer des plateformes d'orientation professionnelle et d'emploi accompagné, puisqu'on en est là maintenant, hein, et là ça se passe au niveau médico-social, et des centres supports sur toutes les régions. Voilà, j'en ai terminé. Donc maintenant, je vais laisser la place à Stéphane.
forcément de PowerPoint, mais vous voulez faire une pause ou on enchaîne On enchaîne. Ok. Du coup, moi je vais vous parler un petit peu de la place du père aidant, en tout cas du médiateur santé-père pour ma part, dans justement ce parcours. Donc moi je suis médiateur santé-père, ça veut dire que j'ai fait une licence qui se passe à la Sorbonne, qui est en fait, qui demande d'avoir une année de formation et en même temps d'être en poste dans une unité hospitalière ou une association. Et il se trouve que je suis depuis 2 ans et demi au pôle 15 en tant que médiateur santé-père. Alors tout le monde voit bien ce que c'est qu'un père aidant. Un père aidant, c'est quelqu'un qui connaît, qui a un parcours de rétablissement, qui connaît entre autres l'hospitalisation, le suivi, l'alliance thérapeutique, les traitements, etc. Donc qui peut parler, qui est un père, PAIR, donc qui a les mêmes, en tout cas un parcours similaire à celui qui va aider. Son père, c'est le patient, l'usager en santé mentale. Moi, donc pour vous dire ce que je fais, et donc mon rôle, par exemple, dans l'éducation thérapeutique du patient que tu avais là à expliquer là tout à l'heure, il y a 3 lieux, je travaille dans 3 lieux différents au pôle 15, au CMP, en intra-hospitalier, en intra-hospitalier, en hôpital de jour et au C3RP. Mes différentes fonctions, ça va être dans l'éducation thérapeutique du patient, de co-animer les séances. Donc, il y a des séances pour les personnes qui ont des troubles schizophréniques, troubles bipolaires et troubles schizoaffectifs pour le CMP. Donc, celui qui vient juste d'être créé cette année. Donc, du coup, mon rôle, c'est de co-animer avec les infirmiers, avec les personnes, les psychologues, avec les diététiciennes, avec les psychiatres, les séances de TP. Et en fait, ça rend l'approche du père aidant qui symbolise un petit peu la sortie de crise, en tout cas le rétablissement en santé mentale, ça va apporter une espèce de connivence avec les patients. Et puis, on va avoir, c'est chacun, les créateurs, les organisateurs, les animateurs pardon, des séances de TP vont avoir un rôle non pas vertical, mais plus horizontal. C'est-à-dire qu'on va vraiment travailler avec les ressources des uns et des autres, ce qu'on appelle un savoir expérientiel, le savoir de la maladie des personnes, le savoir de la maladie des pères aidants. Et donc, on va travailler avec ce sujet. C'est-à-dire qu'on va, on va échanger autour des symptômes, de la maladie, des traitements, de l'environnement, de la famille aussi, en essayant que le patient soit acteur en fait, de ses soins, c'est ce qu'on a dit, hein, c'est toujours l'empowerment. Et en fait, on va essayer d'aller chercher les outils qu'ont les personnes pour se soigner. Parce qu'ils ont tous leur expérience de la maladie, ils ont tous leur façon ils se connaissent, ils connaissent leur maladie, donc on va essayer de chercher ça et de discuter avec ça. Donc ça, c'est vraiment notre rôle dans les séances d'éducation thérapeutique du patient. Donc je fais ça au CMP. En intra-hospitalier, on fait de la psychoéducation aussi autour des droits des usagers, c'est-à-dire qu'on va dans les unités hospitalières et on parle aux personnes qui sont hospitalisées, en leur disant qu'elles ont des droits. C'est pas parce qu'elles sont hospitalisées, même sous contrainte, qu'elles n'ont plus de droits. Donc on va un petit peu c'est toujours pareil sur l'empowerment du patient et avec les équipes, avec le cadre qui va expliquer un petit peu justement comment fonctionne le service et le cadre est garant du droit. Et puis, une personne du service. Et donc là, c'est pareil. Moi, je vais arriver en disant, j'ai été hospitalisé aussi
voilà, quand j'étais plus jeune. Je sais, voilà, je connais dans le parcours ce qui se passe, etc. Et on va pouvoir en parler et échanger. Et effectivement, la connivence se fait un peu plus facilement et on va pouvoir échanger sur des choses peut-être qu'ils n'avaient pas osé dire ou des choses qu'ils n'avaient pas comprises, etc. Et là, on va pouvoir expliquer ça. Donc ça, c'est en intra-hospitalier, la psychoéducation. Ensuite, en hôpital de jour, moi, j'ai animé un atelier que j'ai créé, en fait, que j'ai souhaité créer sur le rétablissement, sur donc les figures du rétablissement, comme les pères aidants professionnels qui existent depuis longtemps au Canada, et puis d'autres figures du rétablissement. Et du coup, on va sur plusieurs séances, on va parler du rétablissement et puis faire travailler les patients sur un projet, justement, qu'on leur propose. Et ensuite, si ça les intéresse, ils peuvent travailler avec nous. Il y a aussi, on n'a pas parlé, au niveau du GHU, il y a un programme de partenariat patient qui, sur 5 ans, en fait, qui va essayer de faire justement de faire appel à des personnes qui ont envie de travailler pour l'établissement et en tant que père aidant, que ce soit bénévole ou professionnel, en tout cas qui veulent participer à ce mouvement. Donc les personnes, les patients experts ou patients usagers, pas usagers, qui vont s'impliquer dans la vie de l'établissement. Ça, c'est quelque chose. Et donc, pour continuer sur ce que je fais, donc effectivement, je co-anime le programme TIPP avec une infirmière. Et c'est pareil, on a cette volonté de travailler, d'avoir un rapport vraiment, non pas de sachant, mais justement de travailler avec tout le savoir des uns et des autres. Et c'est tous les patients qui font en fait l'atelier. Et c'est ça qui est important, c'est qu'on va chercher des trucs, on va chercher des astuces, on va chercher des réflexions des patients qui vont alimenter en fait le groupe et on ne travaille pas en disant c'est bien, c'est mal, etc. Il y a vraiment une empathie, il y a une bienveillance envers tout le monde qui fait qu'on va travailler avec tout le monde et on fait avancer le groupe par ce biais. Donc ça, TIPP. Et autre chose, moi ça va être assez court sur la présentation, après on verra si vous avez des questions. Mais donc il y a deux choses. Donc Isabelle qui m'a donné en fait une mission, mais qui est très intéressante. En fait, ce qui s'est passé aussi, c'est que moi, en arrivant, il y avait un profil de poste, hein, comme partout. Mais ce qui est intéressant, c'est que suivant la personne, suivant les personnes avec qui on travaille, c'est que ça évolue. Et suivant voilà, les particularités de chacun, les envies, les possibilités, etc. Il se trouve qu'Isabelle m'a donné la possibilité de faire des entretiens sur les retours diagnostiques. Et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, qui est, je pense, assez intéressant, le fait que quand il y a un diagnostic donné, tu m'arrêtes hein, si je me trompe, mais il y a un diagnostic donné, en fait, c'est important de ne pas s'arrêter justement à cette annonce diagnostique qui peut être parfois lourde, parfois attendue, hein, voilà. Mais en tout cas, c'est impossible, c'est important de proposer quelque chose qui suit ce diagnostic. On a bien vu, suivant le parcours, les possibilités qui sont offertes maintenant aux patients et puis tout ce qui est le suivi. Donc là, dans ce cas-là, moi, je reçois les personnes et on discute, mais je ne discute pas forcément sur le diagnostic, mais surtout ce qui va arriver après. Et ce qui est possible de faire avec ça, moi, personnellement, je ne vais pas juger ou parler des symptômes, etc. Ce n'est pas mon rôle. Mais moi, je vais dire, dans un parcours de rétablissement, il y a énormément de choses qui sont possibles. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous y attendiez? Et là, on fait un retour, parce qu'il n'y a rien de pire que de rester avec son diagnostic, d'aller chercher sur Internet, d'être dans un flou total et une grosse angoisse par rapport à ce diagnostic. Donc là, on propose un suivi. Très rapidement, je reçois les gens, je les appelle, etc. Et là, on discute. Et moi, généralement, il se trouve qu'avec certains, je continue à discuter, même si le diagnostic n'est plus en fait le sujet de l'entretien, mais je continue à avoir un suivi avec eux.
Voilà, et alors et puis juste pour finir, enfin voilà, si vous avez des questions. En fait, c'est ce qui est intéressant, ce qui est drôle. Là, cette licence médiateur santé faire, elle existe depuis 10 ans, donc il y a à chaque fois 30 personnes qui sont formées. Il y a une vraie demande. Il faut savoir que pour les pères aidants, là, le but en fait, au GHU, c'est d'avoir un médiateur santé père ou un père aidant professionnel par pôle. Je crois, hein, sur 5 ans, c'est un petit peu l'objectif. Là, en ce moment, il doit y en avoir 3 qui sont déjà formés, puis 2 autres en formation. Il doit y avoir 7 personnes, y compris 2 en formation. Donc, c'est déjà pas mal, c'est important. Et ce qui est drôle, c'est que maintenant, quand les équipes connaissent notre rôle, nous l'ont vu travailler ou ont travaillé avec nous, les pères aidants, ils repèrent des usagers, des personnes qui sont dans un parcours de soins, un parcours de rétablissement, et ils voient le profil de ces personnes qui peuvent devenir pères aidants. Donc il y a un nouveau métier qui se crée, qui se développe, et c'est ça, je pense, une des choses les plus importantes, c'est qu'on essaime, et moi, ça va être vraiment, c'est des gens que je vais commencer à voir, que je vais commencer à pouvoir conseiller, en tout cas à expliquer alors il y a des licences, il y a un diplôme universitaire, il y a beaucoup de formations différentes, je ne connais pas tout, il y a beaucoup de possibilités, il y a des formations en interne maintenant, on va former des personnes au sein du GHU. Et donc, moi je vais participer aussi à expliquer quel est mon métier, les possibilités, qu'est-ce qui est possible de faire, et pour voilà, une personne qui est en parcours de rétablissement, avoir un métier de père aidant, enfin, je trouve que c'est très valorisant, et puis c'est quelque chose, en tout cas, que je conseille à tout le monde, tous ces usagers, il y a autre chose qui est fait au sein du GHU et qui est fait dans pas mal d'unités, c'est la formation pour accueillir des soignants, pour accueillir ces pères aidants. Parce que c'est pas toujours facile, tout le monde n'est pas n'a pas forcément envie tout de suite de travailler avec un père aidant, usager, ancien usager, etc., usager en cours de rétablissement, peu importe. Et du coup, il faut former les équipes. Ça, c'est important. Il y a parfois des pères aidants qui ont été reçus, très mal reçus dans des unités, qui en ont souffert, qui ont été fragilisés dans leur santé. Donc ça, c'est... On forme tous les pôles qui accueillent des pères aidants, qui accueillent en tout cas des médiateurs santé père. Donc ça, c'est important. Donc la formation des pères aidants, la formation donc, des médiateurs santé père. Et puis voilà, pour terminer, effectivement, moi aujourd'hui, ce qui est possible aussi de faire pour un père aidant, un médiateur santé père, c'est ensuite de former les aidants. Parce que moi, je suis en formation pour Léo, voilà, et donc j'apprends la formation et je vais avoir un rôle d'animateur ou co-animateur de cette formation. C'est une formation, et cette formation vraiment est très, très agréable à suivre parce qu'il y a des infirmiers, il y a des psychologues, neuropsychologues, il y a une psychiatre, il y a toutes les professions qui sont représentées. Et donc, médiateur santé père, on est 2 médiateurs santé père à pouvoir donc, suivre cette formation et pouvoir la co-animer. Donc, en fait, voilà, je vous ai dit tout ce qu'on m'a proposé en fait de faire. Il y avait mon profil en fait. J'avais un profil, j'ai été embauché pour quelque chose, on m'a proposé des choses et puis ça fait 3 ans et ça n'arrête pas d'évoluer. Il y a d'autres possibilités qui s'offrent à moi et à tous les pères aidants. Donc voilà, je pense que c'est une jeune profession. Moi, je me considère, je me considère comme un soignant en travaillant avec les équipes soignantes. On a des visions complémentaires en fait du soin et ça fonctionne très très bien, que ce soit avec les infirmiers et avec les cadres hospitaliers, les psychiatres, psychologues, etc. Et donc c'est une approche vraiment complémentaire. Et quand on fait des programmes ETP, on sait bien que le métier d'infirmier, et surtout en psychiatrie en ce moment, c'est compliqué. Il y a peut-être des problèmes, tout un tas de raisons pour lesquelles c'est compliqué, mais en tout cas,
l'attractivité de ce métier quand on fait de l'ETP, comme on fait de l'ETP avec, enfin, nous en tout cas, comme on le fait en CLP, moi je vous dis, les retours des soignants, ils ont une manière de voir le patient complètement différente, dans un endroit complètement différent. Ils se livrent eux-mêmes différemment, ils font du soin différemment. Et je pense que c'est une en tout cas, de travailler avec un père aidant, moi, c'est ce qu'on me dit, c'est les retours que j'en ai, ça leur donne quelque chose de supplémentaire, en fait. Et ça rajoute de l'intérêt à leur métier. Donc, c'est, voilà, de travailler avec des patients et des pères aidants, je pense que ça peut apporter, en fait, des choses aux personnes. Voilà. Merci beaucoup. Des questions? Je voulais vous demander quels sont les retours depuis que vous mettez cette méthode en place, parce que sur les revues qu'on reçoit de l'UNAFAM, il y avait plein d'articles. Est-ce que vous avez un retour? Est-ce que vous connaissez les résultats, le côté positif, ce qui marche, ce qui ne marche pas? Pour la pérénance ou pour la réhabilitation? On a publié un article en 2020 où on montre qu'on a 7 à 9 ans après être intervenu pour des personnes, on a encore 56% des personnes qui sont en actif dans des emplois soit ordinaires, soit en ESAT, soit en bénévolat. Parce qu'on a aussi pris le bénévolat comme étant une activité à part entière, avec au moins 73% des personnes qui ont au moins 4 déterminants du rétablissement. Au moment où on a fait cette enquête rétrospective, avec des différences significatives en termes de logement indépendant, de relations avec la famille qui a beaucoup évolué, en termes donc de travail, mais aussi en termes de continuer à lire, continuer à avoir une curiosité intellectuelle et faire de l'activité physique. Donc tous ces déterminants, on les a publiés et on a même essayé de voir s'il y avait une différence entre ceux qu'on avait aidés récemment et ceux qu'on avait aidés anciennement. Et la seule différence que l'on trouve, c'est une différence d'âge. Ils étaient plus âgés quand on a commencé notre travail avec notre unité. Maintenant, ils sont beaucoup plus jeunes. Mais le reste... Et on avait très peu de rechutes. Moins d'un tiers de rechutes. Oui, vous disiez que ça existait depuis 10 ans. Oui. Alors, effectivement, j'ai entendu parler dans les congrès, etc., UNAFAM, etc., toutes les associations en ont parlé. Mais ce qui me surprend, c'est que moi, j'ai fait Pro-Famille il y a 10 ans, dans les premiers, et on en parlait déjà, et on nous dit que ça venait du Canada. Vous dites que c'est unique en France. En fait, le Canada, c'est plus des techniques de type Pro-Famille ou l'éducation thérapeutique. Mais toutes les techniques, la richesse des profils de remédiation cognitive, de partenariats médico-sociaux et de modèles de réhabilitation, il n'y a que en France, alors c'est pas la France qui a inventé, hein, nous on était très en retard, mais on a une supériorité sur tous les autres pays qui est ce que nos pères ont créé avant nous avec la sectorisation, qui fait qu'on a un maillage social et médico-social. On avait juste à poser nos modèles, nos techniques. Tout le reste était déjà tuilé, si vous voulez. C'est très bien. Alors justement, dans les CLP, pourquoi on ne rencontre pas ça dans les CLP? Moi, j'allais vous dire, est-ce que tout le monde est éligible? Voilà, en fait, d'abord, tout le monde n'est pas forcément éligible et il faut faire un travail en amont. Il faut que les équipes fassent un gros travail en amont pour nettoyer les traitements, préparer les patients, et puis il faut que les personnes acceptent que c'est drôlement... Oui, mais excusez-moi, mais ça vient de la façon dont on le propose. Il faut former le personnel. Oui, mais il y a aussi un facteur de résistance qui peut être l'insight. C'est-à-dire que
certaines personnes, quand même, disent « je n'ai aucun problème ». Ça le déni. Oui, oui. Voilà. Quand on est vraiment dans un déni massif, c'est très compliqué. Alors, je ne dis pas que c'est impossible, parce qu'au fur et à mesure, il faut continuer à proposer. Mais quand il y a vraiment un déni massif, on n'arrive pas à faire venir la personne 2 fois par semaine, à aller faire des exercices à la maison, à avoir un tel engagement. Hein. C'est coûteux. Hein. Oui, mais vous disiez justement, justement, vous avez très bien dit aujourd'hui, qu'il faut passer par l'éducation thérapeutique avant la remédiation cognitive. Là, dans le titre, il faudrait mettre en tête, parce que moi je suis confondée justement avant, en tant que parent, ressources, remédiation cognitive et réhabilitation. Donc, la réhabilitation avant la remédiation. En fait, tout est dans un même esprit. Ça va dépendre de l'urgence de la personne. Si c'est un petit jeune qui doit passer son bac en juin, il est évident qu'on va d'abord faire de la remédiation pour le stimuler au niveau cognitif. Parce que ça, c'est l'urgence. Oui. Maintenant, pour les autres personnes, quand on a du temps, il vaut mieux commencer par l'éducation thérapeutique. Oui, voilà. Mais ça dépend de l'urgence qu'il y aura. Comme ça, c'est infirmier, hein. Ben oui, il faut des coordinateurs de parcours, des gens qui réfléchissent. Disons que l'on parle former le personnel, c'est ça. Merci à vous quand même. Oui, parce que l'idée, Excusez-moi. Attendez, madame. Alors, bonjour, Sarah. Je voulais vous remercier, c'était extrêmement intéressant et riche. Moi, ce que je retiens, donc je suis la mère d'une gamine de 16 ans, donc je suis un peu en début de parcours. Ce que je trouve intéressant, c'est que finalement, l'idée, c'est d'entrer dans les soins et d'entrer dans le système de soins au sens large à la française par le cognitif, par les symptômes cognitifs, plutôt que par le médicament, le médical. Et finalement, c'est une question d'approche d'entrer dans le parcours de soins. Le médical doit suivre un peu, mais alors c'est ça que je le retiens. médical, j'en ai pas parlé, parce que c'est un peu un cercle vertueux. C'est-à-dire que les premières années, c'est vrai que on devait délivrer des messages à nos collègues en disant là, vous voyez, vous avez mis des anxiolytiques dans la journée, ça va pas le faire. On va pas pouvoir travailler la représentation du monde du travail. On va pas pouvoir dire à nos personnes, vous allez pouvoir aller dans des entretiens d'embauche si vous êtes obligé de faire une sieste de 2 heures dans l'après-midi. Là, ça va pas le faire. Donc, on a dit, tout à fait d'accord pour prendre M. Dupont ou Mme Durand, mais quand il y aura maximum un anxiolytique le soir au coucher et des traitements pas trop lourds qui vont nous permettre d'avoir une écoute attentive. On a dit ça, alors c'est peut-être parce qu'on est au GHU, que les gens sont super réactifs, mais en l'espace de 2 à 3 ans, on n'a plus vu, en tout cas moi je ne vois plus, en consultation de personnes qui arrivent avec des traitements massifs. Parce qu'ils savent que pour être éligible pour les thérapies psychosociales, il faut faire un effort, il faut faire un traitement en 2 temps. Premier temps, réduction des symptômes, et ensuite, on nettoie tout ce qu'on peut nettoyer pour avoir une écoute attentive. Ça, c'est très important. C'est une réforme de la psychiatrie, quelque part. Oui, c'est une réforme de la psychiatrie. Merci. Aussi. Oui, c'est très intéressant. Mais j'ai l'impression que vous êtes un service, je sais que vous êtes un service de pointe. Vous êtes les phares de ce système-là. Ah, par contre, mon fils a été à Sainte-Anne, dans un autre secteur, du 7e arrondissement, et jamais on lui aurait proposé une chose pareille. Maintenant, il est assommé par les médicaments, et c'est tout ce qui se passe. Est-ce que vous avez moyen, puisque vous êtes tous à Sainte-Anne, de parler à tous ces secteurs qui Normalement, le 7e arrondissement fait partie des secteurs qui doivent nous adresser des personnes directement chez nous. Il a ça, 550 mg de Léponex. Ça, c'est pas... Le Léponex, s'il a besoin de 550 mg, il dort toute la journée. À ce moment-là, il faut rediscuter, voir si on ne peut pas modifier certaines choses.
est-ce que vous, à votre niveau, vous pouvez parler à tous ces secteurs qui sont quand même, malgré qu'ils aient accepté votre méthode, ne font pas grand-chose. Voilà. C'est ça que j'aimerais. Voilà. Il y a des limites qu'on ne peut pas franchir, on ne peut pas dire au contraire. Ceci dit, on a vu, moi j'ai vu des patients venir avec des lettres de leur psychiatre traitant disant qu'ils n'étaient pas d'accord mais qu'ils ne s'opposaient pas. C'est ça. Et ils ont tenu bon, ils sont venus. Mais en dormant toute la journée, c'est pas possible. S'ils dorment toute la journée, c'est ça. Il faut un traitement qui n'est pas trop lourd. Et ça, c'est pas moi qui peut diminuer le traitement. C'est pas forcément une bonne chose. Oui, j'ai un fils qui est suivi au CMP 13 et plusieurs fois que moi j'ai plongé dans la remédiation cognitive, le livre de Nicolas Franck, etc. Enfin, j'en ai parlé à mon fils, qui allait emballé par l'idée. Et puis, plusieurs fois, on lui a proposé vaguement quelque chose, mais il y avait le Covid, il y avait la possibilité, je ne sais plus, le centre de gastronomie, les exercices, les pratiques de gastronomie à la bande, ça a été interrompu. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pratiquement pour faire une évaluation, par exemple, pour ce garçon il faudrait qu'il fasse une demande avec l'accord de son médecin traitant. D'accord. Et alors, en ce moment, nous avons une infirmière qui est partie à la retraite et comme on vous le disait, on n'arrive pas à trouver d'infirmiers, donc on est en train d'essayer de chercher, mais du coup, on a des listes d'attente importantes qu'on n'avait pas auparavant parce qu'on manque de personnel. On va essayer de voir si on ne peut pas se tourner vers des ergothérapeutes, enfin, pour résoudre ce problème. Alors, sur le Teams, il y a une question. Quel est le nombre d'usagers qui ont accès à de l'éducation thérapeutique à Paris et combien de temps dure le programme? Alors, ça dépend des programmes. Les programmes au CMP durent 3 mois, je crois. C'est 8 séances. 8 séances. Nous, le programme TIPP, il fait pareil, 10 séances. On prend quoi, 400 personnes par séance? Oui, on peut aller jusqu'à 8. On peut aller jusqu'à 8. Voilà, quoi. Le programme étape... TIPP, ça veut dire quoi? Alors, c'est traitement de l'intervention précoce en psychiatrie. Ou pour la psychose, pour les premiers épisodes psychotiques. Je pensais à la TIPP sur le produit pétrolier. De manière plus générale, ce que je trouve et que j'entends depuis plusieurs années quand j'entends des personnes comme vous qui parlent, c'est que c'est un regard différent sur la psychiatrie. C'est-à-dire qu'il y a et surtout sur la personne qui souffre de problèmes psychiatriques. Parce qu'il y a 2 façons de le prendre. Une qui est de dire, bon, ok, il a un problème, mais on va faire avec pour qu'il s'en sorte le mieux possible. Je synthétise. Et pour ça, on met les moyens, on cherche qu'est-ce qui va pouvoir l'accompagner pour que ça soit dynamique et pour qu'il retrouve le plus de capacités. Et puis il y a l'autre psychiatrie qui, malheureusement, parce que vous parlez du secteur, mais qu'on retrouve aussi beaucoup dans le secteur, qui est une psychiatrie qui se contente d'être contenante. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va faire pour qu'il ait un traitement, pour qu'il ne pose pas de problème. Et je trouve que ce qui est dommage, moi, ça m'a toujours profondément révoltée, parce que je voyais mon fils et je me disais, il peut faire bien mieux que ça. Mais pour qu'il fasse bien mieux que ça, on y mettait une énergie pas possible, mais on n'avait pas l'environnement qui soutenait, qui aidait au niveau du secteur, si ce n'est on donnait des médicaments tous les mois. Bref, et ce que je me dis, c'est comment, dans une profession où il n'y a pas d'obligation de formation continue, que je sache, où il n'y a pas d'obligation de résultat, où il n'y a pas d'obligation de suivre les directives et d'essayer de voir qu'est-ce qui marche le mieux, etc., on peut faire pour que ça change, que ça évolue dans l'intérêt de tous, c'est-à-dire que les gens aillent le mieux possible. Et c'est vrai qu'on voit, vous parliez du temps court d'hospitalisation. Moi, je suis membre de la CDSP 92, donc je vais régulièrement dans tous les services
fermée du 92. On voit très bien qu'il y a un gros problème de manque de postes, de manque de personnel, non pas de manque de postes, mais de postes qui sont vacants parce qu'on n'a pas de personnel, et en particulier les infirmiers. Donc ça. Et que le temps d'hospitalisation, effectivement, est souvent très réduit, et réduit à essayer de contenir la personne, et puis après elle sort. Mais alors, ça peut très bien s'entendre si quand elle sort, la suite est assurée dans cette suite dynamique. Mais ça, par contre, c'est complètement aléatoire, et ça dépend vraiment, vraiment des endroits. Et je trouve, en tant que citoyen, en tant que maire, en tant que c'est une pensée à court terme et qui n'est pas rentable pour l'intérêt des personnes. Normalement, les ARS ont prévu de doter chaque territoire d'un centre de proximité, de centre support et de plateformes intersectorielles comme la nôtre, quoi. Et je vous dis, en Ile-de-France, on est en retard sur les autres de 3 ou 4 ans. Les autres régions françaises. Sur les autres régions françaises. Ah bon? Mais oui, parce que c'est tellement, tout est toujours très compliqué en Ile-de-France. Et du coup, on a été labellisé en janvier. Mais en Rhône-Alpes, ça fait 5 ans, 6 ans qu'ils ont tout ça. Et puis, il y a une autre observation, si je peux me permettre. Vous parliez des activités physiques. J'en ai entendu parler aussi quand j'étais pro-famille, par Dominique, etc. Et je vois bien, moi j'en parle régulièrement quand je vais dans les lieux d'enfermement. Je dis qu'il me semble que le rapport au corps et le regard sur le corps comme contenant, d'une part, et comme quelque chose qui peut être plus agréable, enfin, est très ignoré. Et je trouve que que ce soit les activités sportives, que ce soit sortir, etc., c'est tout ce travail sur le rapport au corps qui, à mon avis, est extrêmement important, et passé à l'as. Et je vois, enfin, pas partout, hein, je ne veux pas faire une caricature, mais c'est souvent, et c'est dommage parce que c'est important. Moi, je vois mon fils, il fait de la boxe maintenant depuis des années, et ben, ça lui fait un bien fou. Et là, hier encore, il a encadré au titre de son association le semi-marathon d'Antony, parce que, et c'est des choses qui sont extrêmement importantes. Je veux dire, ça l'aide à se canaliser, ça le fait progresser, c'est par rapport à la notion de contact, la notion de ses limites, tout ça. Et ces éléments-là ne sont pas du tout assez pris en compte dans la thérapie. C'est toujours le même problème de la formation, c'est-à-dire que il y a un besoin, enfin, il y a une nécessité de se former à ce genre de dimensions qui sont très importantes, et les personnes le disent elles-mêmes. Les personnes concernées disent les thérapies psychosociales, ça apporte quelque chose qui n'a jamais été apporté par le reste. Voilà. Et ça nous sert directement dans notre vie. C'est les seules thérapies qui nous servent directement dans notre vie. Il y a un gros problème d'information, et de formation et d'information. C'est aussi pour ça qu'on est là, hein, qu'on fait des interventions comme ça, parce que, en fait, beaucoup de gens, les médecins ne savent pas ce que c'est que l'éducation thérapeutique du patient. Et c'est quand même quelque chose qui existe depuis des années. Moi, j'ai failli me faire lyncher il y a 2 mois dans un congrès de l'Association française de psychiatrie où on m'a demandé de parler de la remédiation. Et j'ai parlé. Après, il y avait un débat sur un bouquin de Styron. Je me suis retrouvée dans un fief de psychanalystes. Et... mais je ne savais pas. Et j'ai parlé. Styron racontait sa dépression et il disait qu'il aurait bien voulu être informé. Et du coup, j'ai prononcé le mot d'éducation thérapeutique. J'ai cru qu'ils allaient. Le débatteur m'a dit « Je vous arrête tout de suite. » Carrément. On ne peut plus parler. Et dernièrement, il y avait un collègue qui faisait de la thérapie comportementale. Il m'a dit « Mais vous n'êtes même pas allé jusqu'au bout de vos phrases. »
Vous n'avez pas pu. J'ai même pas pu. Ce qui est intéressant justement pour ce qu'on dit par rapport à le TP et la psychoéducation, tu parlais de Romain Ray, donc, qui est au Vinatier, qui fait Bref, et puis Léo, qui a aidé donc une infâme et une petite schizophrénie à les mettre en place, hein, et donc à écrire ce programme. En fait, il a des chiffres. Et c'est ça qu'il faut faire aussi. Il a raison. Il dit la psychoéducation, c'est la psychoéducation. Ok, on a les traitements médicamenteux, on sait depuis des années, on a compris l'efficacité des traitements médicamenteux. Mais juste derrière, il y a la psychoéducation et le TP. Et voici les chiffres. Alors, je ne sais pas en tête, mais l'efficacité, j'ai les chiffres, puisqu'il y a des études qui ont été faites, que la psychoéducation et que le TP fonctionne. Et lui, il arrive, en fait, il explique ça. Donc, en fait, il faut qu'on fasse la même chose. En disant que il y a les traitements médicamenteux. Ok, on le sait, voilà. Mais juste derrière, et c'est associer la psychoéducation avec les traitements médicamenteux, c'est ça qui marche. Et voilà. Bon, donc, le parcours de soins. Oui, mais tout à fait. Hein, c'est le parcours de soins, le parcours de vie et le parcours d'insertion. Et tout le monde le sait. Enfin, tout le monde le sait. On le sait. C'est pas tout. Madame? Alors, juste, excusez-moi, pardon, il y a aussi un témoignage et une question sur Teams. Donc, il y a une personne qui témoigne que son fils a eu accès à la rémédiation cognitive en CNP et à l'éducation thérapeutique. Et aujourd'hui, il travaille en milieu ordinaire, il vit de manière totalement autonome. Et j'ai aussi une personne qui dit merci au docteur Amado et à Stéphane Cognon pour cette nouvelle approche de la psychiatrie fondée sur l'empowerment. Son fils a été hospitalisé il y a 2 ans à Saint-Maurice et suivi dans un CMP du 11e, mais il ne s'est jamais vu proposer aucun programme. Comment faire pour que vos pratiques se généralisent? Le 11e arrondissement, c'est un endroit réfractaire. J'ai vécu les conviés, les croix, ils sont jamais revenus. On a l'impression qu'on a toute la boîte à outils et qu'on n'a pas de... Alors, ça va peut-être changer parce que le 11e et le 12e arrondissement, il y a normalement un projet qui va être décliné sur Saint-Maurice par Olivier Cancel, qui devrait être déposé là et qu'on devrait reviewer. Il va les secouer un peu, il va les secouer. Voilà, donc. C'est une des 8 plateformes que vous avez citées, c'est ça? C'est ceux qui n'ont pas pu intégrer le premier coup. Et on les attend au tournant pour essayer qu'ils rejoignent les autres. Mon fils n'avait pas longtemps, mais ça va bien. Oui, allez-y. Donc, nous avons un fils qui a 35 ans, qui visiblement a quand même géré le problème psychique jusqu'à ce moment. Ça fait quand même pas mal de temps qu'il ne sort pas du tout de sa chambre pour aller se faire à manger dans la cuisine. Mais il peut avoir des moments tout à fait lucides, puisque moi, là, récemment, j'ai eu 2 grandes discussions de 4 heures avec lui. De toute façon, il ne veut pas entendre parler. Il n'est pas malade. D'accord? Non, mais je veux dire, voilà. C'est impossible. Je veux dire, si on lui en parle, il devient tout furieux. Il ne veut pas qu'on se considère comme malade. Par contre, il est passionné par tout ce qui se passe dans son cerveau. Il est passionné par plein de choses. Et moi, je me dis, c'est dommage que ces programmes ne soient pas donc, accessibles à des personnes comme lui, qui ne veulent effectivement pas de médicaments, ça ne veut pas, mais qui pourraient peut-être être intéressés par tout ça. Voilà, moi, je voulais savoir quelle était la position là-dessus. Si on a l'impression, je ne sais pas, je ne connais pas le cas de votre fils, peut-être n'a-t-il pas besoin de traitement, mais peut-être qu'il en a besoin. Si on a l'impression qu'il en a besoin, on va avoir l'impression qu'en délivrant les messages et en s'engageant, on ne va pas y arriver. Quoi. Et du coup, c'était dans les 2 ou 3 premières années, on était encore un peu novices, et en fait, des personnes qui interrompaient leur traitement, etc., au milieu du programme, on s'apercevait que ça n'allait plus, quoi. Qu'ils étaient angoissés, qu'ils étaient un peu persécutés, Et du coup, vous ne pouvez plus être dans une écoute attentive, vous ne pouvez plus être ouvert aux autres.
Et c'était très démoralisant pour les équipes de voir qu'on s'engageait énormément pour la personne et que du coup, ça n'aboutissait pas. C'est le souci qu'on avait. C'est pour ça qu'à partir d'un certain moment, le premier message que j'ai essayé de dire avec les personnes qui venaient pour la remédiation, c'était de travailler le sens du parcours. Quel est le sens que vous voulez donner à ce parcours? Parce que nous, on s'engage, mais vous devez vous engager aussi. Et tant que je n'avais pas d'engagement, j'ai eu quelques cas où les gens m'ont dit « Ah, mais moi, je n'ai pas à m'engager, je suis malade. » Je dis « Non, je ne vois pas pourquoi. En quoi ça vous dédouanerait de trouver un sens à votre parcours ?» Projet, hein, le projet, vous devez le travailler autant, plus encore que nous. Vous êtes la partie prenante dans cette affaire, donc vous devez nous aider. Et petit à petit, beaucoup de personnes ont réfléchi et ont mordu à l'hameçon après très vite, en disant, sont revenus vers leur thérapeute en disant, écoutez, le docteur Amado m'a dit qu'il fallait alléger les anxiolytiques, moi je veux faire un effort, je veux y arriver, etc. Il y en a qui sont arrivés. L'unité Gaja, ça démarre quand? Normalement, c'est démarré. On a les crédits pour embaucher. On a envoyé des demandes et on attend que Ce sera ici, à Saint-Paul. Ça va être à Saint-Paul. Une partie, ça va être sur notre pôle 15, et l'autre sur le pôle 16, chez Catherine Doyen et chez Thierry Gallardon. Benjamin Ball. Alors moi, je m'interroge un petit peu sur le type de personnes finalement qui bénéficient de tous vos programmes. Ce sont des gens qui ont fait un épisode aigu, qui ont été finalement hospitalisés, qui sont stabilisés par des médicaments, et puis après, il faut continuer à vivre et monter quelque chose, chercher un travail, s'insérer. Est-ce que j'ai bien compris ça? Alors, ça peut être des personnes jeunes qui reprennent les études. Ça peut être des personnes qui vont au lycée et qui continuent et que l'on maintient. Ça peut être des personnes qui vont démarrer une formation. Ça peut être des personnes qui cherchent un travail ou qui travaillent déjà et qui veulent évoluer sur leur travail. En fait, tous les cas de figure se voient, et en plus, nos partenaires médico-sociaux, ils nous envoient aussi beaucoup de personnes qu'ils veulent faire évoluer aussi vers le milieu ordinaire. Donc, on a toutes sortes de personnes, et pour moi, c'est pas en termes de faire vivre, hein, c'est des évolutions de parcours, tout comme nous, on évolue. Hein. Je veux dire, on peut très bien décider de démarrer, j'en sais rien, moi, il y a des gens qui démarrent des formations dans la tapisserie ou dans je ne sais quoi, parce que ça les branche. Depuis très longtemps, ils avaient envie de faire ça. Et puis, ils démarrent une formation. Et ben, les jeunes et les moins jeunes qui sont là et que l'on prend, ils ont des projets qui sont parfois très, très bien construits. Et on les aide pour leurs projets. Oui, mais excusez-moi, dans le cas de la formation, moi, mon fils était très accro pour la formation quand il était plus jeune. Il me dit, maman, arrête avec ça, mais pourquoi pas d'abord le mieux-être? Il a raison. Il y a 20 ans, il me disait ça, il y a 20 ans. Il a raison. Il m'a dit, moi, je m'en fous de ne pas travailler. Je ne suis pas malade, mais je ne suis pas bien. Il y a des personnes qui ont d'autres projets. Les angoisses me bouffent ma vie. Il faut gérer les angoisses avant le travail. Voilà, il a raison. Oui, mais il disait ça, il avait 20 ans. Et personne ne l'a écouté. Et moi, la première, je voulais qu'il bosse les études et tout. Dans ces cas-là, on aurait d'abord fait une thérapie de gestion du stress. Oui, voilà. On aurait réfléchi au bon traitement pour essayer de calmer l'angoisse. Ah ouais. Et après, le moment venu, on essaie de parler de projet. Du coup, il n'a jamais travaillé. Hein. Et il me dit, je suis très bien comme ça. Attendez, la psychiatrie a tellement évolué. Oui, ouais. Il y a 20 ans, ça se pas comparer que maintenant. Comme partout en France, la psychiatrie est en rebours de la médecine. Oui, c'est vrai. Je vais vous parler de Marseille. Mon fils est de schizophrénie. Il est hébergé depuis un moment dans la PCD.
je me suis battu, j'habite à Paris, je suis le père et j'ai obtenu la tutelle devant l'aggravation de la maladie après la curatelle renforcée. Il était sectorisé sur le 7e arrondissement, sur l'hôpital de la Conception, faute de médecins psychiatres, d'infirmiers spécialisés et faute du lit. Il y a 4 ans, on l'a remis au bout de 8 jours en hospitalisation libre. Il est allé une seule fois au CMP et il s'est enfermé dans l'appartement. Donc finalement, après une procédure judiciaire, il a été expulsé puisqu'il ne pouvait pas payer le loyer, ne disposant que de l'AAH après le RSA. Sur les conseils de l'Agence régionale de santé PACA, on m'a conseillé d'essayer de le domicilier dans le seul 10e arrondissement, qui est sectorisé sur l'hôpital Sainte-Marguerite à Marseille, qui est le seul hôpital de la PHN à disposer d'une équipe mobile de médecins psychiatres, de soignants, d'assistants sociaux qui se déplacent 24 heures sur 24 dans ce seul arrondissement de Marseille. Ma question, est-ce que le C3RP a des projets avec les confrères médecins psychiatres, aides-soignants sur Marseille et dans la région PACA? Sur Marseille, on a formé l'hôpital Édouard-Toulouse, je crois, il y a un hôpital. C'est en pleine dérive pour la psychiatrie par rapport aux autres hôpitaux de Marseille. On les a formés. Normalement, ils ont maintenant des centres de réhabilitation à Marseille. Uniquement à Édouard-Toulouse? À Édouard-Toulouse, ça, je suis sûre. Après, je ne connais pas complètement la configuration. Moi, j'ai aidé beaucoup. D'abord, en fait, le modèle du C3RP a d'abord eu un award à New York. Et c'est à New York que le modèle a été répliqué partout, dans tous les équivalents CMP, on va dire, de New York. Et ensuite, c'est revenu en France, du coup. On a trouvé que c'était une bonne idée en France, après être passé par New York. Et du coup, il y a eu des unités qui ont été formées, je vous dis, à Marseille, à Caen, à Évreux, à Charleville-Mézières, un peu partout. Quand j'ai eu l'attribution d'un TEDO pour lui dans le 10e arrondissement, donc je l'ai fait hospitaliser à Sainte-Marguerite à la demande d'un tiers, et sous soins contraints. Après Trévicta, après Risperdal, ça fait 6 mois qu'ils essayent plusieurs molécules. Je ne peux pas vous dire, je ne connais pas le cas exact de votre fils. Et aux États-Unis, comment ça marche? Ça continue? Aux États-Unis, ils n'ont pas leur secteur. Alors, c'est eux qui ont créé le secteur, il faut savoir. Ils avaient créé le secteur pour la tuberculose. Et le projet est resté dans leur tiroir. Et le projet a été pris par les Français, qui, eux, ont pris le modèle du secteur américain et qui l'ont déployé en France en psychiatrie. Voilà, ça c'est la petite histoire. Mais eux, c'est terrible parce que ce qui se passe à l'hôpital et ce qui se passe dehors, c'est complètement déconnecté. Et en plus, tout dépend des assurances. Pour vous donner une idée, le programme papier-crayon CRT, qui nous rend beaucoup de services pour des personnes qui ont vraiment des grosses difficultés cognitives, eh bien les assurances ne peuvent pas le payer aux États-Unis parce que une personne avec schizophrénie doit avoir un programme informatisé. C'est comme ça que les assurances vont décider. Donc, si vous sortez un peu du cadre, eh ben, vous ne pouvez pas être pris en charge. Et surtout, si on n'a pas de quoi payer l'assurance. Et si vous n'avez pas de quoi payer l'assurance, parce que actuellement, on est en train de travailler sur un des programmes que l'on va enrichir pour l'autisme. Et ma collègue à Columbia, vous devez d'abord arriver avec le cash en dollars pour faire votre séance de remédiation. Non, on a de la chance. Donc, vous voyez, et à chaque fois quand je vais au Congrès international de remédiation cognitive, parce qu'ils veulent, là encore cette année, ils me demandent d'intervenir pour dire où on en est, tous les progrès qu'on a fait. Parce que derrière, les autres pays essaient d'emboîter le pas. Et à chaque fois, quand je mets la phrase en France, tous les frais médicaux sont pris en charge, alors les gens sont... Ça, déjà, ça les démolit. Il leur met clair et puis il leur dit comment ils sont. Mais donc, le C3RP peut être saisi par n'importe quel médecin, en fait. Le C3RP peut être saisi par n'importe quel médecin, sauf que maintenant, on a comme mission de travailler sur la plateforme, sur le sud de Paris,
pour la schizophrénie. Pour D'accord, donc l'autisme, si vous n'êtes pas étiqueté, et si vous êtes par exemple en trouble bipolaire, avec déficit d'attention, c'est... Alors, trouble bipolaire, on s'est organisé avec la plateforme Nord pour que ce soit eux qui les prennent. Et nous, on prend plus des personnes avec schizophrénie et avec autisme. Parce que du coup, ça nous permet, nous, de développer beaucoup plus de techniques dans ces deux champs et eux de développer beaucoup plus de techniques pour la bipolarité. Moi, je suis dans le même cas que madame. Ma fille, c'est plutôt de la bipolarité avec déficit d'attention. Donc, la question. Alors que j'habite le 15e. Donc, je suis clairement dans le secteur de Sainte-Anne et du 15e. Non, mais la plateforme Nord, elle est dans le 8e. Hein, elle est dans le 9e rue de Budapest. C'est où? Elle ne sait pas ça, mais est-ce qu'elle acceptera de rendre quelqu'un? Est-ce qu'ils ont affectif? Oui, c'est sûr. Mais on s'est organisé. C'est eux qui nous ont proposé. Et on a déjà envoyé, parce qu'on est tout nouveau aujourd'hui dans cette histoire de janvier, et on leur a déjà envoyé 2 personnes, aucun problème, ils prennent. Et les schizoaffectifs, ils sont à peu près, ils sont dans le Nord, non? Non, schizoaffectifs, on peut les prendre nous. À Sainte-Anne. Sainte-Anne. Mais la mienne, elle a 15 ans, donc on est peut-être dans un cadre un peu 16 ans. Ah, 15 ans 16. 16 ans, ça va. Parce que c'est adulte. Au niveau des tests, on peut faire. Donc ça doit être ici. Ou dans le Nord. Ou rue de Budapest, quoi, en fait. En fait, pour l'éducation thérapeutique, 15e arrondissement, c'est au niveau du CMP. Hein. Ils le font. C'est rue Eugène Milon. Oui, il faut entrer par. On ne va pas faire nos avis, les cas particuliers ici, de toute façon. Il faut qu'ils soient suivis à chaque saison. Non, pas pour le C3FP, mais pour l'éducation thérapeutique, il faut qu'ils aillent au CMP. Oui. Ouais. Eugène Milon, oui. Moi, je me dis que, parce qu'il y a quand même un vrai problème de carence de personnel en ce moment. En ce moment, c'est... Et je le vois partout, même dans les hôpitaux très en pointe, c'est un problème qu'on trouve partout. Et bien qu'en région parisienne aussi, en région parisienne, c'est pour se loger. Les infirmiers, ils ont un problème du salaire par rapport au logement. Mais peut-être qu'il faut chercher comment rendre le plus possible la psychiatrie attractive. Et par exemple, nous, on attire le chaland, si je puis dire, en disant que les infirmiers donnent énormément d'enseignements, ce qui fait augmenter beaucoup leur salaire. Mais même ça, les écoles d'infirmières, ils ne veulent pas entendre parler de la psychiatrie. Peut-être aussi, la psychiatrie, elle porte l'idée que, d'abord, je trouve qu'elle fonctionne beaucoup en autarcie, dans le sens où, dans les hôpitaux psychiatriques, il y a très peu de l'extérieur qui rentre. Et peut-être que c'est quelque chose qui est vécu. Non, mais c'est vécu comme déprimant. Et que ce dont vous parlez, c'est pour ça que ça a un lien avec le public, la notion de résultat et la notion de choses qui marchent, ça a peut-être ça a besoin d'être mis en exergue pour que les gens disent, oui, dans ce métier, il y a des choses qui marchent. En tant que père aidant, donc en fait, vous pouvez faire valoir que vous avez une expérience psychiatrique personnelle et vous vous appuyez dessus pour en parler. Oui, on appelle ça savoir expérientiel. En fait, c'est le savoir de l'expérience en fait du rétablissement, du parcours, et c'est là-dessus, c'est avec ça qu'on travaille. Enfin, c'est une des choses avec lesquelles on travaille. Et ensuite, moi j'ai eu dans la licence des cours sur les troubles psy et des outils, effectivement. J'ai eu mes 40 heures de TP pour co-animer l'expérience d'expression thérapeutique. Et puis, c'est quelque chose, on peut donc être père aidant, professionnel ou pas professionnel, même sans avoir une licence, sans formation. Hein. Mais en fait, bon, c'est quand même, moi je trouve que c'est quand même plus intéressant, plus complet. Mais effectivement, je rebondis sur les choses qui marchent, on est bien d'accord, il faudra de temps en temps parler de choses qui marchent. Bien sûr. Et ça, c'est autre chose plutôt d'avoir un discours alarmiste et on sait bien, hein, on sait bien ce qui se passe, ce qui s'est passé, etc. Mais d'avoir un discours sur les choses qui marchent, ce serait peut-être pas mal. C'est ça aussi qui va faire que les gens aient envie de venir y travailler. Exactement. Bien sûr, l'argent, il y a le logement, mais il y a aussi l'idée qu'on contribue à quelque chose. Oui, puis une ouverture. Il y a une ouverture et non pas.
Et sortir de cette idée que c'est chronique, que de toutes les façons, comme c'est une maladie dont on se remettra jamais, ben c'est foutu d'avance. Exactement. Il faut. Oui, Eugène Milon, comme partout en France, les jeunes médecins psychiatres, au bout de quelques mois, démissionnent. Parce qu'ils ne trouvent pas à se loger dans Paris intramuros avec des loyers décents. Ils passent tous en libéral et vont s'installer en banlieue. On va plutôt s'arrêter sur ce qui marche plutôt que ce qui ne marche pas, en remerciant très sincèrement nos intervenants. Une dernière question. La chose rapide, s'il vous plaît, à qui faudra-t-il s'adresser? Alors, il y a Franck Churoff qui a déposé une plateforme, il a été recalé, mais normalement, il devrait, on l'a invité à se représenter et on lui a proposé de l'aider, de le guider, de relire le manuscrit pour que ça marche. Donc, normalement, dans les partenaires, vous avez des SAPSA et des SAPS. Oui, bien sûr. J'ai entendu les mots, là, il y a un certain nombre de mots qui me plaisent: transversal, maillage, articulation, réseau, acteur de parcours, connexion. Nous sommes un pays où le cloisonnement est assez fort, et je viens de découvrir ce matin, pas plus tard que ce matin, à une société, je n'ai pas d'intérêt, qui a créé un système qui s'appelle Anamnèse et qui permet autour du patient d'intégrer tous les représentants du corps médical, lorsqu'ils font partie, bien sûr, de cette société qui s'engage dedans. Et donc, qui permet, à mon sens, de suivre le patient et de voir, d'avoir une systématisation de son parcours et de sa situation. Voilà. Une sorte de médiateur. Mais le décloisonnement, il y a, en psychiatrie, c'est extrêmement important parce que, j'avais formé l'unité de Charleville de Mézières, puis ils sont revenus 3 ou 4 ans après pour faire un point, et ils m'ont présenté plein d'ateliers extraordinaires qu'ils faisaient, et tous les ateliers étaient à l'hôpital. Et je leur ai dit, mais et après vous faites quoi? Mais comment vous faites sortir les personnes? Et en fait, ils avaient fait des parcours à l'intérieur de l'hôpital. Je leur ai dit, ok, c'est bien, mais tout doit être dirigé vers l'extérieur. C'est un effort terrible qu'on doit faire, mais on le doit aux personnes concernées qu'on a en face de nous. Il faut trouver des moyens, on doit se casser la tête pour trouver des moyens pour que tout se passe dehors. Il y a des rechutes, ils sortent et plus rien. Non, mais les personnes rechutent beaucoup moins s'ils comprennent l'enjeu du traitement. À partir du moment où vous avez décroché un boulot, où vous êtes en train d'avoir peut-être une chambre qui va aller avec, vous allez devenir indépendant, etc., et bien à ce moment-là, vous vous battez aussi pour conserver le traitement parce que c'est un enjeu important pour votre vie. Beaucoup réfléchissent aussi comme ça, à partir de ce moment-là, parce qu'ils savent ce qu'ils ont à perdre s'ils arrêtent. Sans vous saturer de messages, est-ce qu'on peut avoir une adresse email? Bonne soirée, quelques questions. Il faut taper je sais les